Amis, nous sommes à Athènes, comme vous pouvez le voir sur une terrasse tout à fait agréable, dans le centre d'Athènes, à Pangrati, comme ça tout le monde saura pour ceux qui connaissent un peu Athènes. Et nous allons quand même faire notre petite interview ukrainienne, ça fait longtemps qu'on n'en a pas faite. Ah oui, il faut reprendre là. Il faut reprendre. Alors, tu me disais tout à l'heure, pour essayer de me briefer, puisque je ne comprends jamais rien au sujet qu'on évoque, tu me disais tout à l'heure que nous sommes au 555e jour de la Ouais. guerre en Ukraine. En fait, c'est peut-être l'aspect le plus inattendu de cette guerre. Tout le monde du côté occidental, peut-être aussi une partie de l'opinion russe avait imaginé ce qu'on appelle un blitzkrieg, la guerre éclair. Je crois que tout le monde vit encore sur ce mythe de la guerre hitlérienne très rapide avec une percée décisive qui décide de la bataille en quelques semaines. Et on a quelque chose qui ressemble beaucoup plus à la Première Guerre mondiale, avec une guerre de position et une guerre qui est essentiellement défensive, ou bien quand elle se veut offensive du côté ukrainien, qui amène de très lourdes pertes. Hein, puisque là, je crois que tous les experts, malgré les dénégations officielles, tous les experts sont d'accord pour dire que l'Ukraine a dépassé largement les 250 000 morts depuis le début de la guerre, ce qui est gigantesque quand on réfléchit à ce que ça Donc veut il y a dire. 44 millions d'habitants, autour de 40 millions selon les flux de réfugiés. Voilà, et donc on a la fleur de la jeunesse ukrainienne qui est fauchée par une guerre qu'on appelle une guerre d'attrition, une guerre d'usure, et ceci depuis 18 mois, avec en particulier depuis 3 mois la contre-offensive ukrainienne. Donc on s'était quitté en juillet, à peu près à la mi-juillet, en disant ça fait 5-6 semaines cette contre-offensive ukrainienne, elle n'a pas produit de résultat. Eh bien, nous sommes début septembre et elle n'a toujours pas produit de résultats. On estime que les Ukrainiens ont réussi à faire basculer du côté d'une zone grise à peu près 200 km², ce qui n'est rien du tout, puisque pour comparer à ce qui s'était passé dans la région de Kharkov l'année dernière, les troupes ukrainiennes avaient repris aux Russes 8000 km². Donc 8000 km² il y a un an, sans beaucoup de pertes d'ailleurs, parce qu'en fait les Russes s'étaient retirés, ils n'avaient pas de troupes pour défendre. Et là, 200 km² avec, disent certains, 40 000 morts depuis le début juin du côté ukrainien et à peu près autant de blessés graves. Alors comme les spectateurs peuvent l'entendre, nous sommes à Athènes, c'est une ville bruyante. Je vais encore me faire engueuler sur les conditions de son. On en est désolé, on va faire l'indispensable ou le maximum pour éviter que vous soyez trop incommodés. Concrètement, moi je lis des informations très contradictoires et donc nous dont le métier est de lire la presse, nous sentons bien qu'il y a une guerre de propagande sur l'efficacité de la contre-offensive ukrainienne. Parce que je lisais, je ne sais pas dans quel journal du cartel des médias subventionnés, que l'armée ukrainienne gagnait 100 mètres par jour. Et j'ai lu ailleurs qu'il y avait des pertes terribles et que de toute façon cette contre-offensive échouait. Qu'en est-il au juste? Alors, il faut comprendre que la contre-offensive a été imposée à l'armée ukrainienne par les Américains et leurs alliés ou leurs vassaux, comme on voudra, qui voudraient qu'on aille à la négociation avec la Russie en imposant à la Russie le maximum de retrait des territoires qu'elle a conquis depuis le début de l'offensive. Et à partir de là, donc il faut prouver qu'il y a du succès, il faut d'autant plus prouver qu'il y a du succès qu'il faut justifier devant le Congrès américain le financement de l'aide américaine. D'ailleurs, Anthony Blinken, secrétaire d'État, était il y a 2 jours à Kiev pour faire sa collecte d'arguments. Il a dit qu'il se faisait fort d'obtenir encore 1 milliard de soutien à l'armée ukrainienne. Donc pour ça, il faut prouver que ça avance. Mais les chiffres qu'on avait tout à l'heure, puis même si c'était 100 mètres par jour, par rapport à ce qui est prévu, c'est-à-dire d'essayer de couper en deux
l'armée russe dans les territoires qu'elle a conquis au nord de la Crimée et qui sont effectivement vitaux maintenant pour la protection de la Crimée du point de vue russe, c'est un résultat absolument désespérant. Donc il n'y a aucun doute. Ça fait 3 kilomètres par mois. Voilà, et or il était dit début juin qu'on aurait fait 60 km en une semaine. Donc on voit bien que ça n'est pas ce qui se passe. D'ailleurs, les fameux 100 mètres par jour, la réalité, elle est beaucoup plus prosaïque, c'est qu'il y a des avancées et des reculs, il y a surtout plusieurs lignes de défense russes qui sont quasiment impossibles à pénétrer. Dans la chronique écrite que j'ai publiée il y a 2 jours dans le courrier, je cite abondamment une analyse de John Mearsheimer, le grand géopolitiste américain, qui dit, ben voilà, on voulait une guerre éclair et voilà pourquoi elle a échoué. Et elle a échoué de manière catastrophique. Alors, il y a quelque chose qu'on ne dit jamais, c'est que les Ukrainiens n'ont absolument pas l'appui aérien qu'il faudrait pour pouvoir seconder l'artillerie et l'infanterie qui avance, et bien sûr aussi les blindés. On a aussi une autre réalité, et il faut la dissimuler à tout prix, c'est que les fameux matériels occidentaux qui allaient permettre à l'Ukraine de réaliser la percée, les chars Léopard 2, les chars Challenger, les Bradley américains, etc., eh bien, ce matériel ne résiste pas à la contre-offensive. Les Russes ont fait des cartons, et en particulier, c'est pas simplement. Il y avait une illusion on croyait que le matériel de l'OTAN était invincible. Par exemple, le premier char Challenger a été démoli par les Russes il y a quelques jours. Alors les Britanniques disent, mais on comprend pas, jusqu'ici on n'en avait perdu aucun sur aucun champ de bataille. Sauf que un blindé dans toute guerre, c'est fragile. Et qu'est-ce qui fait que les Russes y arrivent? C'est la supériorité de leur renseignement électronique, de la guerre numérique, la guerre électronique. Et ça, même à l'OTAN, même à l'état-major de l'OTAN, on reconnaît qu'on avait sous-estimé le développement russe dans ce domaine-là. Donc on voit que, pour finir de répondre à la question, la contre-offensive est au mieux statique, au pire un échec terrible. Et la question, c'est de savoir combien de semaines encore on poussera les Ukrainiens à s'obstiner, en sachant aussi que actuellement le discours à Washington ou à Londres, c'est de dire, bon, on va peut-être faire une pause pour recommencer en 2024. Sur le plan diplomatique, puisqu'on a politique et diplomatique, parce qu'on a un peu perdu le fil, il y a plein de sujets que nous n'avons pas évoqués, parce que nous n'avons pas fait d'interview depuis longtemps. Le remplacement du ministre ukrainien de la Défense, comment il faut l'interpréter? Ça fait partie de la panique ukrainienne face à cette contre-offensive qui n'avance pas. Et en particulier, l'Ukraine se trouve, vu l'ampleur des pertes, face à un problème extrêmement simple, qui est celui de pouvoir continuer à lever des hommes. Or, on dit de plus en plus ouvertement qu'il y a eu beaucoup de corruption, et un certain nombre d'Ukrainiens, tant mieux pour eux, qui jusqu'à maintenant ont pu échapper à la conscription. Et Zelensky a d'abord fait acte d'autorité en limogeant et en remplaçant tous les responsables du recrutement régional. Et puis là, il a voulu marquer un deuxième coup. Et en fait, c'est sur ordre américain, hein, il ne faut pas se faire d'illusions. Reznikov, le ministre démissionnaire, était effectivement de ceux qui commençaient à soutenir le point de vue de l'armée ukrainienne, du commandement de l'armée ukrainienne, savoir qu'il faudrait faire une pause. Bon. Et le parti de la guerre aux États-Unis, avec Blinken en particulier, mais pas seulement, dit non, on peut pas faire de pause, ça n'est pas possible, et on finira bien par y arriver, par trouver un endroit où ça percera, par déstabiliser Poutine avant l'élection présidentielle russe de mars 2024. Il faut voir que les dirigeants américains sont dans une impasse. Ils n'ont pas réussi. On s'est beaucoup moqué de l'échec russe dans cette guerre qui devait durer 3 jours. Mais dans l'esprit des Américains,
l'échec, il est non moins patent, puisque normalement, en 3 mois, on devait avoir renversé Poutine, grâce à un soulèvement en Russie disant plus jamais la guerre, plus jamais l'enfermement dans la mentalité soviétique, etc. Et en fait, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Donc, il y a les jusqu'au-boutistes qui voudraient aller à de nouvelles batailles, à de nouvelles offensives, peut-être livrer plus d'armes à l'Ukraine. Il y a la question des fameux avions F-16, etc. Bon, en fait, on voit bien que ce qui empêche que le conflit dégénère, parce qu'il y a suffisamment de néoconservateurs américains qui aimeraient que ça dégénère, mais simplement, la Russie est une grande puissance nucléaire. Et alors, j'en profite pour signaler qu'il y a quelques jours, la Russie a utilisé les missiles hypersoniques sur de nouveaux avions, c'est-à-dire que c'est plus simplement les MiG-31. Ça va être bientôt une grande partie de la flotte aérienne russe qui va être capable de transporter et de tirer les missiles hypersoniques. Ce sont de très mauvaises nouvelles du point de vue occidental. Est-ce qu'on peut aussi imaginer qu'aux États-Unis, certains qui tirent profit de la guerre, puisqu'on voit bien qu'il y a des gens qui gagnent de l'argent avec cette guerre, est-ce que ceux-là exercent une influence pour que la guerre continue? On a effectivement un establishment américain qui fonctionne. Alors, les industriels de la défense tirent un grand profit. Tant mieux si le matériel occidental est détruit parce qu'il va y avoir de nouvelles commandes. Et pour ça, il faut de l'émission de dollars qui se retrouvent dans la poche de ces entreprises. Mais du point de vue du Congrès, finalement, c'est tout bénéfice puisque ce sont les mêmes qui vont se transformer en donateurs pour les députés républicains ou démocrates qui vont soutenir ce système. C'est comme ça que ça fonctionne en fait. Effectivement, on voit bien que une petite partie de la direction républicaine et une grande partie de la direction démocrate est à fond mouillé dans ce système-là. On a une aile gauche du Parti démocrate qui pense que tout ça se fait au détriment du peuple américain, avec l'émergence assez étonnante de Robert Kennedy Jr. Ces derniers mois, qui bouleverse la donne. Et est-ce que ça va empêcher Joe Biden de se représenter, en admettant que Biden ait les capacités physiques de le faire, mais on voit bien que ça va poser des problèmes. Et puis surtout, la grande peur pour l'instant, de l'establishment militaro-industriel, c'est la popularité de Donald Trump. Et plus le FBI et le département de la justice lui mettent de procès sur le dos, plus il prend de l'avance sur ses concurrents pour les primaires républicaines. Et on voit paraître les premiers articles dans Foreign Affairs, j'en ai cité un qui vient de The Atlantic il y a 2 jours, où on dit mais c'est terrible si Trump revient parce que ça sera la fin du soutien à l'Ukraine. Et effectivement, Trump pense que tout ça c'est de l'argent perdu et que les États-Unis feraient mieux de faire la diplomatie plutôt que la guerre. Donc les Ukrainiens sont les otages du débat de politique intérieure américain. Et on peut penser que la sortie de la guerre aura quelque chose à voir, non pas avec l'élection présidentielle russe, mais avec l'élection présidentielle américaine en novembre 2024. Bon, on reprend notre cycle hebdomadaire d'entretien sur l'Ukraine. Donc rendez-vous sur la chaîne. N'oubliez pas, si vous voulez vous tenir informé de tout ce qui se passe au fil de l'eau et de façon beaucoup plus concise que lorsque nous exprimons, rendez-vous sur le fil Telegram Restez Libre. C'est le fil du courrier des stratèges, c'est gratuit. Vous êtes déjà 26 000 à être sur ce fil. Soyez encore plus nombreux, ne le manquez pas. Et puis à très bientôt, Edouard. Voilà, ici Athènes, à vous Paris.